What's up tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Let's Fight! Numéro 4, Pride, numéro 1. Salut les gars! What's up? Salut! Et comment ça va aujourd'hui? Après toi, JM? Excusez, mon chien vient de se réveiller, ça m'a complètement fuck. Je suis là, let's go! Comment ça va? Ça va, je suis top shape. J'ai eu un bon déjeuner. J'étais en feu. J'ai plein d'affaires à dire. Ouais, that's it, c'est plutôt qu'un. Je dirais que ma matinée a été quand même assez relaxe. Il a fallu que je remplace au travail quelque chose de très banal. Mais maintenant, c'est le vif du sujet qui commence. Ah, pis ça, on aime ça. C'est évidemment, Oui. on avait décidé de faire l'épisode 4 sur Pride numéro 1, parce que c'est un peu comme le premier compétiteur à UFC qu'il y a eu, ou que, mettons, une grosse franchise de combat. Il y avait des règles qui étaient complètement différentes de UFC. Quoique, comme, la règle principale, c'est martial artists qui vont venir se péter la gueule, mais le cadre est différent. Déjà, on est en 1997, puis l'arène, c'est pas une cage, c'est une arène un peu comme de boxe qu'on est habitué de voir avec les 3 ropes classiques. On avait aussi, je me souviens bien, le règlement, c'était que c'était interdit de tenir la rope. Contrairement au pancrase, c'est quand t'as tenais, tu pouvais comme te libérer d'un lock. Là, c'était juste interdit de la tenir. Fait que son là, mais fait comme s'il existait pas le plus possible. Hey, non seulement c'est interdit, mais en plus, quand on regarde les vieux combats du Pride, c'est pas rare de voir l'arbitre. Oui, donner des claques, essayer de tirer pour prendre la perte. Les gens. C'est tellement drôle. Tu vois que le monde essaie vraiment de se sauver pis de tenir les affaires pis être comme non, je veux me donner du grip. T'as la bête qui est comme hey motherfucker, hey. Touche pas! T'as pas le droit de la tenir, touche pas! C'est la règle la plus weird parce que quand tu touches la corde, y a comme 3 gars qui te sautent dessus pis qui essayent de te la faire enlever, genre. Pis des fois, quand le combat il est comme trop proche du coin, ils arrêtent le combat. Pis là, t'as comme 3 dudes, t'as 3 petits monsieur japonais, genre, qui te déplacent tranquillement, pas vite, genre une coupe de pieds plus loin, puis après ça, ils font juste comme OK! Ouais. À l'inverse aussi, il faut dire que c'était un énorme avantage pour tous ceux qui voulaient essayer de se sortir d'une soumission, là. Moi, j'en ai vu du monde, là, qu'à un moment donné, il se faisait prendre dans un triangle choke, il levait la personne du sol, puis il la jetait à travers les cordes. Ben, c'est qui que c'est arrivé, là, qu'il arrêtait pas de se pousser en dessous des cordes, là, pour justement s'enfuir de ce. Mais ça a été une tactique qui a été utilisée souvent, surtout dans les premiers Pride, là. Pis les premiers pancrase, utiliser les cordes pour genre figer le jeu, pis comme reprendre ton souffle et comme arrêter de te faire beat up. En plus, c'est tellement con, je veux dire, c'est comme touche la corde, t'as le droit de plus. Tu sais, si le gars est en train de t'avoir, tu touches la corde, tu fais juste comme ah, j'ai touché la corde, faut que tu me lâches. Comme. Ouais, mais ça, c'est Grace. Ouais. Je trouvais ça le fun. Ben, le parti que je trouvais complètement différent aussi à part le stage, c'est UFC, le time limit était vraiment court. Puis dans le UFC 1, il y avait pas de round. Il y avait pas de round. Tu sais, c'était comme tu te fight, ça finit. Là, t'avais comme 3 rounds de 5 minutes, je me trompe pas, ou proche de ça. Ou je pense que le premier était même plus long que ça. Je pense que c'était 10 minutes suivi de 2 rounds de 5 minutes. Ouais, quelque chose fait comme ça, c'est long, quand tu prévois un combat de 20 minutes, tu te bats pas de la même façon. Fait qu'on avait des combattants qui étaient vraiment plus careful, je trouvais. C'est comme, globalement, l'ambiance était plus d'analyse de ton adversaire que dans UFC 1. C'était comme, je saute dessus pis je te bute en 20 secondes! Ouais, pour vrai. Puis, fun fact, t'as vraiment des super bons combats dans Pride 1. Mais t'as aussi les pires combats de tous les temps qui sont probablement arrivés dans le premier Pride, là. On va parler tantôt, là, mais combat Kimo Dan Severn, là. C'est un combat qui dure 30 minutes où est-ce qu'il se passe rien, là, mais il se passe rien pendant une demi-heure. Exactement. Des rares combats que Kimo Leopoldo n'a pas perdu, d'ailleurs. Oui! C'est putain, ma ouais. Du monde qu'on va tout parler beaucoup plus tard en détail. Oh ouais, vraiment. Il était aussi interdit de frapper derrière la tête d'une personne.
quand même weird, parce que comme si tu viens pour te manger un shot dans la gueule, en théorie, tu peux juste te tourner. Comme le coup, il est rendu illégal. Ben bon. C'est une règle de rester quand même dans je sais. C'est pour le sportsmanship. C'est comme, tu veux éviter de comme tourner le gars pis commencer à y smasher derrière la tête. Ouais. Autant t'avais pas le droit de faire ça, autant s'il y avait une personne au sol, qu'elle soit couchée ou qu'elle soit à quatre pattes, tu pouvais la soccer kick dans la face. Ben oui. Ouais. Fait que t'as d'autres options, là, tu sais. Tu pouvais même la stomp, tu pouvais même dropper ton pied dans le visage de quelqu'un. Il y en a plein qui ont fait ça. Rampage Jackson, il était très réputé pour ça quelques années plus tard. C'était brutal. I can stomp your face, I'll do it. Il y avait aussi l'interdiction de frapper les testicules, que je respecte aussi comme règle. Parce que, tu sais... Ouais, on va dire... En grappling, un coup de coude dans les notes, c'est pas cool. On en parlera avec Joe Son. Les combattants qui respectaient ça. Puis les arbitres, des fois, ils avaient l'air aveugles. Ouais, mais tu sais, toi, tough pour vrai voir toutes les angles pendant qu'il y a du grappling. Tu tournes autour en essayant de comprendre ce qui se passe, tu vas en manquer, c'est clair, là. Puis pas juste ça, les arbitres, c'est des Japonais. Ils parlent en japonais. Puis la moitié des gens qui sont à Pride, en fait, le trois quarts, c'est même pas des Japonais. Fait que là, l'arbitre, il arrête, il te regarde, puis il dit genre des affaires en japonais, toi, t'es juste comme... Quoi? Comme... Ça fait aucun sens. Il y a personne qui parle la même langue. T'as des Brésiliens, t'as des Américains, t'as des Russes. Tout au à Japon, fait. À la limite, aucun ils sont sens. expressifs physiquement, sont quand même très candides, mais ça, c'est une grosse différence qu'il y avait avec le MMA aux États-Unis, puis maintenant partout dans le monde. Déjà, dans le début du UFC, les arbitres, c'était des martial artists, c'était des professionnels du combat, ou c'était des gens qui s'entraînaient avec les Gracie. C'était quand même des armoires à glace aussi. Puis on peut trouver des compilations sur YouTube d'arbitres qui foutent des raclés à des combattants de MMA d'ailleurs, là, faut pas le niaiser avec eux, mais tu regardes ceux du Pride, c'est des petits bonhommes de 5 pieds 5, 6 qui font tout petits gants blancs. Enlève ton bras. C'est ça qu'ils font. C'est ça qu'ils servent. Taper les bras des gens. Non. Oh là. Le match pouvait seulement finir par soumission, abandon ou KO, évidemment. L'arbitre pouvait par contre l'arrêter pour cause de blessure, mais par cause de blessure, c'est comme coma, là, tu sais, comme la personne, comme elle vit plus, elle bouge plus, l'arbitre avait le droit d'arrêter le fight. Mm-hmm. Ben, c'est vrai que les arbitres, dans le Pride, ils avaient beaucoup de champ libre pour arrêter un combat, arrêter une action. Plus que dans l'UFC. Aussi, beaucoup plus que dans l'UFC, puis on a su par la suite que le Pride, c'était géré par des Yakuza, qui avaient beaucoup de combats arrangés, puis sans être arrangés, il suffit que l'arbitre soit pas de ton bord, puis t'as beaucoup plus de chances de le perdre, là. Ouais, définitivement. C'est un peu les vieux réflexes de vieux boxeurs, de vieux systèmes de boxe, puis de ces années-là où est-ce que ça commençait, c'était nouveau, puis comme c'était pas fédéré, il y a personne qui regardait, c'est pas comme aujourd'hui, tu sais, puis encore même aujourd'hui, si tu regardes, mettons, dans la MMA, dans l'UFC, est-ce qu'il y a des combats arrangés? Est-ce qu'il y en a qui sont pas arrangés? C'est pas clair, tu sais. Je suis sûr qu'il y a des combats qui ont clairement été arrangés, il y a des combats aussi qui ont pas été arrangés. Il y a une phrase légendaire que Dana White a répétée plusieurs fois, c'est laisse pas le combat aller jusqu'au juge. Ouais. Ouais, c'est vrai. Si tu veux être sûr de gagner, gagne. Qui se font graisser la patte puis qui peuvent emmener le combat d'un côté ou de l'autre. Là. Mais c'est indiscutable un knockout. C'est comme on a sur l'image que t'as perdu connaissance de l'autre a gagné. Là. Le gars, il est comme non, c'était ça son intention tout le long. C'était sa stratégie de feinte d'être inconscient pour faire un autre shot. Puis, Exactement. Vous l'avez arrêté trop tôt. Mais là, les boys, j'imagine que vous êtes renseignés pas mal sur le Pride numéro 1. Moi, je vous avoue qu'en dehors des combats puis des combattants, j'en sais pas tant que ça. C'était quoi le contexte dans lequel ça a été créé? Je sais pas si vous avez regardé ça. Moi, j'ai checké un petit peu, OK? On est en 1997, on est 5 ans après le premier UFC. Il y a 5 UFC qui se sont faits depuis. On commence à voir les Royce perdre un peu pour la première fois. Le Pancrase commence à arrêter complètement. La majorité des superstars sont partis dans d'autres ligues. Fait on pourra avoir une nouvelle ligue qui est la Pride, qui a essayé d'enlever comme certains éléments de Pancrase qui étaient un peu trop wrestling à leur goût probablement, ou
C'est comme on disait que le concept t'attrape la corde, puis t'es libéré, tu donnes un point à ton adversaire, puis t'as le droit de faire ça 5 fois dans ton match. Chris, t'es 5 fois sur le bord d'être choqué à devenir inconscient. Je pense que tu l'as perdu le match, là. On peut être d'accord là-dessus. Pas besoin de tenir la corde, puis de essayer de t'enfuir. C'est comme si avec le shoot fight, puis le pancrase, puis il y en avait un autre aussi. C'était quoi l'autre affaire qu'il y avait avant ça? En tout cas, oui, c'est ça. De ces 3-là, ils ont fait comme hey, on est comme rendu pas pire, on peut prendre, mettons, des événements. Puis c'est drôle parce que, tu sais, mettons, tu sais, le UFC, c'est un tournoi. Donc là, ça commence, tu fais tes fights. Après ça, t'es défini là. Le Pride, c'est vraiment juste, tu te bats contre un adversaire, puis tu gagnes, puis that's it. C'est un event. Fait que c'est comme un bizarre d'événement où est-ce que quand tu gagnes, puis après ça, tu retournes chez vous. Tu sais, comme, tandis que UFC, c'est vraiment un tournoi, fait que c'est un petit peu plus engageant, là, t'es comme, ok, là, le gars, il a déjà 2 combats dans le corps, comment il va essayer de gérer ça, est-ce qu'il va rouler sur la pression? Là, c'est juste un fight, le fight est fini, à la limite, tu peux quasiment l'oublier, là, tu sais. C'est ça, le UFC, c'était vraiment un happening, un moment dans l'année. Ils en faisaient un par an, je pense, à ce moment-là. À peu près, ouais, je pense. Plus que ça. C'était plus vite, c'est ça, c'était plus vite qu'un par an, mais c'était... Et le Pride, 8 mois, 10 mois. Regardez les 10 puis ils sont à 2 mois d'intervalle, 3 mois d'intervalle. Le premier, je pense qu'il y avait 30 000 ou 40 000 personnes dans le stade. Après ça, celui juste après, il y avait 9 000, ensuite 10 000. Là, ça remonte à 50 000, dépendamment des combattants qu'ils avaient. Mais ils avaient tellement un petit bassin de combattants qu'ils se battaient sans arrêt de Pride en Pride à chaque 2 mois. C'était des malades, là. Ah ouais, les combattants des années 90 à 2000, là, ils se sont tous battus contre au moins une fois. Pis si c'est pas 3 fois. À la limite, ils allaient tous au même bar. Fait que ça devrait être... c'est tout du monde qui se connaissent, là. Ben, c'est ça, le monde du MMA, c'était 25 combattants, 30 combattants à peu près dans le monde dans ces années-là. Ils s'entraînaient au Pride, puis après ça, ils allaient au tournoi de la UFC. C'est littéralement le roster de Street Fighter, genre. Tu sais, comme, ils se connaissent tous, là, je sais le même depuis... En tout cas. Un avant que je trouvais drôle, là, au Pride, c'est qu'entre les rounds, il y a des pauses d'1 minute et demie. Tu sais, ce qu'on n'avait pas dans le UFC classique, parce qu'il n'y a pas de round. Mais au lieu de combler le round, comme la pause du round par des commentateurs, c'est comme on ferait présentement, il y avait juste une ring girl qui se promenait pendant 1 minute et demie avec la pancarte, genre, round 2. J'étais comme, oh mon Dieu, qu'ils se prenaient pour de la boxe, eux autres. C'est le Japon, il n'y a rien de... C'est tout le temps intéressant quand c'est fait par des Japonais. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est soit comme vraiment extravagant, vraiment exotique, ou vraiment comme... C'est comme s'ils prennent un peu le... Ils ont dit, on va prendre un match de concept de style UFC, puis en même temps dans une arène de boxe. Ouais, on va prendre ce qui match le mieux niveau argent à l'époque, mais on va y mettre les règles de ce qu'on a envie de voir dans UFC. Pour mettre les deux. C'est tellement weird, c'est tellement un weird mix. Ce qui se passe, là, c'est que les producteurs au Japon, que ce soit à la télévision, que ce soit dans les événements, à mon avis, quand ils se réunissent dans leur bureau pour faire un brainstorm, toute la gang ensemble, ils mettent des lunettes kaléidoscopiques, ils partent des émissions américaines. Qu'est-ce qu'on peut fusionner? Kaléidoscope. On va fusionner ça, on va mettre un peu de ça, on va fusionner ça. T'sais, on va mettre le pro wrestling avec genre le UFC puis la boxe, on va tout mélanger ça ensemble, on va faire une weird bull, on va appeler ça Pride. Je comprends pas qu'il y a pas genre comme du kabuki genre comme en toutes les rounds là pis tout pis comme. C'est excellent. C'est excellent. Les deux sont l'autre règle que j'ai du Pride, c'est que t'avais pas le droit d'attaquer l'aine d'une personne. L'aine? Ouais. T'avais pas le droit comme lever le bras pis commencer à taper en dessous du bras. Clac, 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 clac. Okay. Je sais pas pourquoi, mais c'est ça. Et s'il y a un fighter qui peut me l'expliquer en commentaire, ce serait vraiment apprécié. Puis t'avais évidemment pas le droit de faire des manipulations de petites articulations, genre le petit doigt ou l'orteil, ou genre, tu sais, faut comme tu pognes tous les doigts en même temps, ou que tu pognes comme le pied, t'as pas de prendre juste un orteil puis la casser comme un fucker. Prendre la main de quelqu'un puis faire disparaître son pouce. Ouais, c'est ça, exactement. Puck! Oups! Je trouve ça quand même logique, ces règlements-là, par contre. Tu sais, l'aine, c'est des attaques directes au poumon ou au cœur. C'est pas marqué interdiction à mordre comme à UFC. Je l'ai pas vu nulle part sur Internet. Okay. Quand t'es un
Mais il y a tous des Ça doit être une règle mouthpieces. non écrite. Tu sais, ça fait 5 ans qu'il y a de la MMA. Tout le monde sait que si tu portes pas des mouthpieces, tu te ramasses avec des dents dans un pied. Fait que comme... Ouais. Ils ont écouté UFC 1 puis ils ont fait comme, ouais, ok. On va prendre des trucs. Fait qu'après ça, l'event, évidemment, elle commence. Évidemment, dans les années 97, ça commence un peu de la même façon que UFC. T'as une charte Street Fighter qui te présente les fighters qu'il va avoir dans l'événement. Et te présente aussi le main event qui va avoir lieu plus tard. Parce que crème, hein, main event, faut mettre du hype là-dessus. Puis il y a une petite vidéo de toute la Gracie family qui dit à quel point Rickson est le plus nice des Gracie. Oui, évidemment. Plus fort, on l'a pas inscrit au UFC. Non. Le plus, c'est stéroïdes. Ouais. Oui, Le oui. prix numéro 1 du regard vitreux, genre, en te regardant comme ça. Le pire, là, c'est que c'est le gars le plus, comme pas apathique, mais froid que j'ai vu en combat ever, Rickson. Ah ouais. Il est immobile. Comme, il se tourne, là, de façon complètement immobile. Ouais, Ça, c'est sa garde. Il y a un C'est commentaire, fucked il y a up. aussi il y a un commentaire à un moment donné dans son match où est-ce que le commentateur il fait juste parler, il dit hey, là il se promène et là Rickson qui a une démarche even robot-like, tu sais comme Yeah. il se fait même décrire comme étant il a de l'air d'un robot comme c'est bizarre comment il se bat, moi aussi j'ai la chienne de ce gars-là. Fait que, lui était le main event de l'événement, mais pour commencer un main event, faut que tu commences en bas de la charte, c'est de même que ça marche. Le premier fight, on avait Marukami Kazunari, 6 pieds 1, 209 livres, contre John Dixon, 6 pieds, 275 livres. C'est un combat avec un écart de 70 livres. Aïe aïe. Tu sais, parce que c'était le même dans le temps. Ah ouais, pis ça en colle, c'est. Le plus drôle, là, c'est que le combat commence, un combat qui a été quand même cool. Je sais pas si vous en souvenez, là, mais contrairement à comme les combats qu'on a eu de 30 minutes qui finissent sur des fucking draws, là. Genre, Marukami commence, il fait une projection, il commence à donner une rafale de coups dans le ventre de John. John Dixon fait juste ramollir le bras une seconde. Claw! Soumission du bras, combat terminé. Ouais, pour vrai. Fait que t'as 70 livres d'avantage pis tu perds en 1 minute sur une projection pis une clé de bras. C'est un peu, je pense, la thématique de ça, parce que là-dedans, t'as des fighters, t'as des très bons fighters, t'as des athlètes. Ouais. Je pense que c'est là un peu la distinction, c'est que l'écart n'était pas vraiment fait encore entre les deux, où est-ce que t'as un peu n'importe qui fait n'importe quoi, qui est quand même whatever, et t'as en quelque part un peu à gauche puis à droite des petits athlètes, des petits GM qui sont là, puis eux autres, c'est des vrais fighters. Eux autres, ils se Comme on battent. disait, ça faisait 5 ans que la MMA existe maintenant. Là. Ça fait 5 ans qu'il y a des fighters sûrement qui regardaient tous les événements, qui s'entraînaient déjà avec l'idée d'en participer à un événement similaire. C'est différent que le premier où tout le monde n'a aucune idée. Puis là, t'as le monde qui a aucune idée, mais t'as du monde qui a une esti de bonne idée de c'est quoi qui va se passer. Exactement. Puis il suffit de regarder aussi c'était quoi le roster, c'est qui se battait contre dans le Prime numéro 1. Faut se rappeler aussi que les Japonais sont quand même très nationalistes. Il y a un fort sentiment de grande fierté patriotique là-bas. Et pour eux, les arts martiaux ancestraux, les arts martiaux traditionnels et même les plus récents comme le judo qui découlent de ces arts ancestraux, ça fait partie de leur culture. C'est extrêmement important. Le judo qui est un dérivé du jujitsu, qui avait quand même des techniques au sol. Fait que pour les Japonais, c'était quoi? Pour les Japonais, c'était un gros événement de soft power international. Montrer que leurs arts martiaux, face à 2 Gracie qui sont des machines à tuer, pouvaient être efficaces. Parce que les autres combats, c'est pas nécessairement des Japonais contre des Américains ou contre des Russes. Là. C'est très mélangé. Il y en avait quelques-uns, mais ouais, effectivement. Je te dirais que ici, ils se battaient contre des Japonais. Ouais. C'est les 2 Gracie puis l'Américain sont contre des Japonais. Puis le reste des fights, c'est mélangé. Fait que le premier Japonais éclate l'Américain, honnêtement. C'est même pas proche. John Dixon, là, il se fait laver. Ouais, c'est pas tant un match... C'est intéressant parce qu'il y a des belles passes, mais ça se finit tellement rapidement que, je veux dire, le gars, il est clairement outmatch, là. Fait que c'est comme... Tous les gagnants reçoivent un trophée. Ouais. Ça, c'est drôle. Trophée! Puis le trophée, là, il fallait blanchir de l'argent, guys. Ah, shit. C'est la seule façon qu'on avait de blanchir assez d'argent pour l'événement Pride 1. Fait que trophée à tout le monde. Donne des fleurs, un trophée. Ouais. Petit discours. C'est un événement.
Un trophée aux 2 mois. Pour avoir 6 trophées par année. Mais ça veut dire que Rickson Gracie, il en a 11 trophées du Pride chez lui. Il y a un mur de trophées du Pride. Ils sont gros, man. Ça te prend quasiment un entrepôt là, pour mettre ça. Là. N'importe quoi. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur cette fight-là? Honnêtement, moi, j'ai réécouté le Pride numéro 1 il y a une semaine et c'est le seul combat dont je me souviens pas. Ouais, parce que comme je dis, il se passe comme ça. C'est vraiment... C'est évident, tu sais, John fait un coup qui le met en position d'être projeté. Il se fait projeter. Après ça, il y a une mauvaise défense à terre. Fait qu'il se fait puncher non-stop. Juste à que son bras soit facilement prenable pour une clé de bras. Combat terminé. On enchaîne à probablement mon combat préféré de tout l'événement. Gary Goodridge versus Oleg Taktarov. Yes. Gary Goodridge, 6 pieds 3, 240 livres. Oleg Taktarov, 6 pieds 210 livres. Ouais. Énorme fight. Le fait intéressant de cette fight-là, moi, la première chose que j'ai remarqué que Gary, il est pas mal... Je le regardais, puis j'étais comme, il me semble qu'il est pas mal plus gros qu'Olev Taktarov. Mm-hmm. Mais l'écart de poids est pas si mais c'est 30 livres de muscles. Ben c'est exactement ça. Le gars, il y a pas un once de gras sur lui. Là, il est immense, là, il est bâti comme 5. Honnêtement, là, moi, ce gars-là, il me punch. Je pense que je suis mort dans le passé, genre, comme ça fait comme... ça l'efface ton existence. Tu te punches pour faire 2 ans de ta vie. C'est clair. Il peut faire des finishes d'un Mortal Kombat, je pense, Gary Goodridge. Écoute, je pense pour vrai, là, le gars, là, quand il te punch, il te fait pas juste des dégâts, là. Il te fait aussi des dégâts, genre, de posture, genre, comme tout, là. C'est comme... Tu tiendras plus jamais droit. Ton bras va te croche. Exactement. Là, il te frappe ta colonne, elle fait comme... Oleg, il faisait 210 livres au début du combat, il en faisait 95 après. Plus à chaque coup. Avec le nombre de sang qu'il a perdu dans le combat, en plus, c'est clair qu'il a perdu une livre ou 2. Là. Le pire, c'est que le fight, moi, ce que j'appréciais de ce fight-là pour un fight que ça faisait 5 ans qu'il y avait de la MMA, c'est que les deux avaient un respect pour l'autre, fait qu'ils s'analysaient au début. Au lieu de juste commencer à comme random kick puis punch comme des malades, il y avait peur de juste rentrer un mauvais punch puis du counter, tu sais. T'as Gary Goodridge qui faisait déjà du kickboxing et de la boxe, pas, qui est gigantesque. Tout le monde sait qu'il est sur les stéroïdes comme c'est pas possible. Ça se voit. Tu vas pas te par ce gars-là. Puis à l'inverse, Oleg, qui a l'air minuscule en comparaison, mais qui... C'est que si tu manques ton punch, t'es fuck. Toi et moi, on est à côté d'Oleg, on a l'air minuscule. Ouais. Oleg, lui aussi, il prenait des substances de 1, puis de 2, il était champion du monde de sambo. Ouais. Mm-hmm. C'est ça qui est intéressant parce que à ce moment-là aussi, toutes ces petites ligues-là un peu kickboxing, sambo, ces choses-là qui commençaient un peu, oui, c'est un champion de sambo, mais j'aurais pas aimé ça voir la ligue de sambo dans ce temps-là par rapport à la ligue de sambo par rapport à aujourd'hui, genre. Je sais pas, il vient de l'URSS à ce moment-là, l'URSS est terminé, mais il est champion de sambo, ça veut dire qu'il a été dans les programmes sportifs gouvernementaux, commencé à faire de la lutte à l'âge de 4 ans, jusqu'à ses 18 ans. Quand il obtient son diplôme, il est sponsorisé par le gouvernement pour continuer à s'entraîner et tout. Il a fait ça toute sa vie, rendu là. Les Russes, c'est pour ça qu'ils se sont imposés assez rapidement dans tous les sports de combat, en fait, mais que ce soit à la lutte, parce que... Les sports de grinding et qui sont avantagés par les stéroïdes. Exact. Et eux, ils ont toujours fait du sambo. Ils ont jamais fait de la lutte gréco-romaine, puis ils remportent des médailles olympiques pareilles. Donc, ils avaient déjà un sérieux avantage, comme les Américains, comme les lutteurs américains qui ont fait la transition vers le MMA. Ouais, non, c'est sûr. Fait intéressant aussi de cette fight-là, tu sais, je veux dire, c'est un fight qui est quand même technique un peu, là, pour ceux qui connaissent un petit peu plus ça, mais Oleg Taktarov, dans cette fight-là, écoute, il se fait vraiment dévisser, mais comme, je trouve que pour un gros désavantage, là, c'est qu'il fallait qu'il réussisse des takedowns, qu'il n'a pas été capable, puis dans tout le Pride 1, Gary Goodridge a la meilleure défense de takedown de tous les combattants. Vraiment. C'est le plus réactif à se retirer d'un takedown de tous les combattants. Fait que c'est legit genre son pire match. Parce qu'il a besoin de le plaquer à terre, puis il est pas capable. Puis quand tu te fais sprawl par un gars qui a 30 livres de plus que toi, à ce poids-là, tu te ramasses avec 50 livres sur les épaules, puis tu dois essayer de te relever. Bonne chance. Ouais, moi, je peux pas. À chaque fois que comme tu fais un takedown, tu te manges une shot, ces shots, ils rentrent, là, tu vois de la face à Gary qui se fait comme shot après shot que...
chaque fois qu'il fait un takedown, c'est comme le prochain va de plus en plus dur à faire. Il a fait quelque chose d'intéressant dans ce combat-là, c'est qu'il a un peu la meilleure technique que les... puis dans le sens-là, ça a commencé un peu, c'est la technique des punchers et des kickers de juste dire je vais attendre qu'il essaye de me take down, je vais contrer le takedown, là, lui, il va devoir se relever, puis c'est là que je vais le ramasser quand il essaye de se relever tout le temps. C'est ça qui l'a tué, je pense, dans ce combat-là. Oh, ouais, contrairement, mettons, au Gracie qui savait que quand il tombait, le mieux c'était de se coucher sur le dos puis forcer l'autre quasiment à venir gosser avec toi à terre, tu sais, à l'époque. C'était encore très nouveau, fait qu'à ce moment-là, ils étaient pas capables d'enchaîner les coups à la Georges Saint-Pierre dans des transitions entre le coup de la puissance. Tu le voyais venir. C'était trop télégraphié, ouais. Ah, mais le combat est fini, là, avec Gary qui l'aime, le knockout punch le plus violent que j'ai vu. Comme la vie disparaît du regard de... Ah ouais, écoute, il knock est solide, le jeu. Ils l'ont emmené en civière avec un masque à gaz. T'as 3 arbitres que tout ce qu'ils font à terre, c'est checker ses signes vitaux de toutes les façons possibles. Pou dans la gorge, ouvrir les yeux, checker les pupilles, donner des claques dans la face. Tout, là. Il est mort. Moi, je pense qu'il est mort. Une chance qu'il y avait d'autres Oleg. Ouais, il y a plein d'Oleg qui ont juste remplacé par Oleg numéro 2. Pour le futur de la Russie. Ils ont cloné. Mais pour vrai, je pense que c'est un des meilleurs combats de l'époque, mettons. Striker versus Grappler que j'ai vu. Ouais. Fait que gros props aux deux. C'est technique, mais... Et gros props au freak show à la japonaise. Ouais, voilà. On aime ça. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur ce combat-là? Non. OK, on va suivre avec le combat de Renzo Gracie versus Akiro Shoji. C'est le 3e fight de l'événement. Renzo Gracie, il est 5-10. Et Renzo, il est vraiment moins impressionnant que Royce Erickson. Non, il est pas mal plus sympathique aussi. Ouais, oui, ça c'est vrai. Moi, je l'ai trouvé moins impressionnant son fight, mais comme il a de l'air moins comme juicy et désagréable. Il a de l'air moins d'un hostie de robot qui s'en vient pour t'enlever ton âme. Et pourtant, dans tous ses frères, c'est lui qui a le plus de titres de champion dans le ADT puis en Jiu-Jitsu en général. Mais il doit être vraiment bon pour draw les matchs qu'il va perdre. Ça fait qu'il y a une vraiment bonne fiche. Ouais. Ben, quelque chose qui est intéressant dans cette fight-là, puis moi je pense que c'est ce qui est sorti tout de suite. Mais un match de 30 minutes, là. C'est ça, c'est un long match, là, pour vrai. Donc là, le monde sont couchés à terre pis ils bougent pas pendant 10 minutes, là. Ah ouais, pis combien de fois est-ce que ce japonais-là, man, s'est sorti? Oh my god, c'est infini fois. C'est le plus résilient japonais que j'ai vu de ma vie. Puis à la fin de ce match-là, parce que tu sais les japonais comme c'est pas des gens qui sont particulièrement poilus, puis ils ont un peu la peau un petit peu plus lisse, puis lui il suait. Fait que lui là, écoute, il s'est transformé là en savon humain là. C'est pas compliqué là, je pense que s'il serre trop fort là, il aurait juste tu sais il serait le gars il a juste réalisé comme peut-être mettons 10 minutes dans le fight là, que la seule façon qu'il pourrait le tuer là, ce serait genre de le knock-out parce qu'il pourrait jamais y faire une soumission, il glisse ben trop. Définitivement. C'est 30 minutes d'immobilité, suivi de Renzo qui fait un grab, puis Akiro qui s'en sort en glissant. Littéralement. Ouais, il se pitch en bas du ring. Il se pitch en bas du ring genre 1000 fois. Ouais. Il a le droit. Mais, oui, c'était pas le combat le plus passionnant de la soirée, mais sur le plan technique, sur le plan du grappling, moi je lève chapeau à Akira Shoji. C'est sorti de plein d'affaires qui m'auraient tué. De tout cela, parce que c'est pas n'importe qui contre qui il se battait, là. C'était Renzo. Après ça, debout, il avait clairement l'avantage. Ah oui, surtout que... Malgré le fait que Renzo n'avait absolument pas peur de se faire envoyer au sol, fait que lui, il s'en fout des takedowns. Je trouve que pour un gars qui s'est quasiment battu toute sa vie en Jiu-Jitsu, il n'est pas si mauvais que ça. Pas juste ça, tu sais. Renzo, à l'époque, en MMA, et comme Pride Pancrase, tout ensemble, il est undefeated. Puis là, il se bat contre un gars qui est un nobody. Akiro Shoji est legit un nobody. Puis il réussit. Ouais, mais je veux dire, en termes de... Si tu compares les deux fiches,
Ouais. Il est rien comparé à son adversaire. Puis il a réussi à finir ça en draw en 3 rounds en s'échappant de toutes les soumissions possibles. Fait que pour ça, c'est good. Pis en plus, comme, Shoji a monté de l'énergie tout le long parce que, comme j'ai dit, Renzo, il est couché sur le dos pis il veut juste que la personne, elle vienne à terre. Puis lui, comme il bouge autour, il essaie de trouver des façons de le remonter. Mais il est pas capable. Parce que l'autre, il veut rester à terre. J'ai regardé cette fight-là, puis j'étais comme, il y a tellement des belles opportunités qui sont pas prises dans cette fight-là. Pas nécessairement parce que les fighters sont pas bons, mais c'est parce qu'ils connaissent pas le sport, mettons, avec notre vision d'aujourd'hui. Parce que oui. quand le gars il a réalisé que ce gars-là, il allait sortir de toutes les soumissions, là, ça n'a pas été long, là, ça a pris 10 minutes, là, puis il a réalisé qu'il était quand même bien parti. À la fin du premier round, il a compris qu'il l'aurait pas par soumission. Là. C'est ça. Ce qu'il a pas fait par après, puis je pense qu'il avait juste peur de se faire un peu takedown. C'est ce qu'il a pas fait, c'est qu'il a pas commencé à jouer sur sa game de striking. Puis c'est ça qui l'a un peu gardé parce qu'il aurait clairement gagné ce combat-là s'il avait juste continué à le frapper. Tu sais, un moment donné, Gracie il est à terre, il est sur le dos, puis il le regarde, puis il est comme, tu viens-tu ou tu viens pas? Mais comme on le sait maintenant, depuis le Gracie Killer, ok, que quand le gars il est à terre avec ses jambes devant toi, écoute, décalisse ses jambes. C'est pas compliqué, là. Frappe ses jambes. Puis à un moment donné, dans le combat, t'as le Gracie il y a un esti de gros bleu, man, en arrière de la jambe. Pourquoi? Parce qu'il a mangé une shot. Parce que quand il était sur le dos, le gars, il l'a kické une fois. Mais s'il avait juste continué à le pouler dans les jambes non-stop, à un moment donné, le gars, il aurait senti la pression de ça, puis il aurait fait, ben, je me laisserai plus à terre parce que je mange une volée. Il aurait essayé de se lever. Puis en essayant de se lever, c'est là que tu rentres pour aller le striker. Aujourd'hui, c'est vraiment la technique. C'est une technique très optimale que dans ce temps-là, il n'y avait pas vraiment encore développé. Mais écoute, s'il avait joué ce game-là, il aurait pété. Là, ouais, puis en plus, tu sais, Akiro, comme on le voit, qui essaie de rentrer des punches, mais capitalise pas de frapper la même place. Comme on dit, s'il avait juste focus, mettons, ses jambes, ou juste sur l'abdomen, ou les liver shots, ou tu trouves une place, puis tu l'affaiblis, parce que Renzo, sa famille, ils sont solides, là, sont habitués de souffrir. OK, on va le dire de même, là. Ouais, vraiment. Comme, ça sert à rien que tu spread tes hits un peu partout sur lui, là. C'est ça qu'il veut, à la limite. Vers chaque cuisse, là, non-stop. Ce que tu viens de dire, c'est extrêmement vrai. Puis pour les fans de Jiu-Jitsu, là, vous irez regarder le combat Renzo Gracie, je pense que c'était en 2005, au ADCC, c'était un combat spécial contre comment il s'appelle déjà? Je vais le sortir. Contre Eddie Bravo. Puis c'était un combat légendaire parce que Eddie Bravo, c'était à l'époque, il était vraiment pas connu. Puis ça, c'était un rematch entre les deux parce que leur premier combat, Eddie avait été capable de le battre au ADCC, puis c'était impensable de voir un petit Américain ceinture, je pense qu'il était ceinture mauve à ce moment-là, ou ceinture brune, il était même pas ceinture noire, soumettre 3e dan de Jiu-Jitsu à l'époque. Puis là, en rematch, à un moment donné, Eddie Bravo, il joue avec lui tout le temps parce que c'est du Ten Planet Jiu-Jitsu extrêmement fantaisiste contre du Gracie Jiu-Jitsu qui est les bases absolues. Et dans le combat, Renzo s'est fait déboîter le genou, s'est fait déboîter l'épaule, s'est fait déboîter le coude. Il a jamais tapé. Ah, il tape jamais, ce dude-là. C'est des malades. Comme j'ai vu un fight où l'arbitre a arrêté le fight pour Royce, mais que son épaule était déboîtée. Il voulait juste continuer à se battre pareil. Mais je sais pas, je comprends, j'ai beaucoup de la misère avec la mentalité, mais j'ai comme l'impression que, tu sais, pour les Gracie, c'est pas juste une question de sport. Puis en fait, c'est même pas un sport. C'est vraiment une genre de fierté nationale / une fierté familiale qui savent que comme pour le bien, genre du nom Gracie, ils ne peuvent pas abandonner puis il faut qu'ils se battent jusqu'à la fin. Jusqu'à la mort. Ça en devient quasiment malsain parce que là, je veux dire, ces gens-là évoluent dans un monde où est-ce que tout le monde est dopé par-dessus la tête, donc c'est pas particulièrement très bon pour ta santé. En plus d'être dopé puis d'être, c'est comme pas en santé parce que tu dopes, tu manges des volets. Puis tu sais, eux autres, c'est très. Moi, le Gracie que j'ai vu avec le plus, mettons, de striking game, c'est Rickson, je pense, celui qui a le plus de striking game. Puis écoute, dans Pride 1, il est pourri. Là, s'il fait juste du striking contre, mettons, n'importe quel boxeur moyen, ça serait fait violer. Là, fait que c'est pas des gens qui sont bons pour striker, c'est vraiment juste des gens qui sont là pour promouvoir leur brésilien. Fait qu'ils acceptent le fait de manger des volets qui n'ont pas d'allure juste pour montrer comment leur ground game est bon, tu sais. Comment à un moment donné tu vas finir par avoir la soumission. Comment de voler tu vas manger avant de te rendre là, c'est ça qui fait mal. Ils vont devenir bons en striking. Puis ce que tu dis, c'est extrêmement important
sens aussi à quel point c'est important pour eux, parce que pour eux, le Jiu-Jitsu, comme tu le dis, c'est pas juste un sport, c'est pas juste un art martial, c'est pas juste un sport national, c'est leur sport, c'est leur nom, c'est leur dynastie, c'est la marque qu'ils ont laissée dans l'histoire, parce que en tant que tel, c'est rendu une famille légendaire, probablement la famille connue de toutes les arts martiaux de l'histoire de l'humanité, en fait. C'est la seule famille vraiment légendaire à ce niveau-là. Puis les autres datent d'il y a vraiment très, 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 très longtemps. Souvent. Ils font très attention à qui peut porter le nom Gracie aussi. Il y a toute une branche de la famille qui sont les Machado. Eux autres, ils peuvent pas porter le nom Gracie. T'es pas assez basse, t'as pas le vrai nom. Non, puis moi, je me pognerais pas avec les Machado Brothers parce que... Non, Jean-Jacques Machado, qui a une maladie, qui a une malformation congénitale, il lui manque une main. Il a gagné le ADCC avec une main en moins. Tu peux pas me faire tuer par quelqu'un qui a un mognon, s'il vous plaît? J'ai beaucoup de misère à concevoir. Bon, ils sont fucked up, les Machado, puis d'ailleurs, si vous aimez le film John Wick, Keanu Reeves, c'est les Machado Brothers qui l'ont entraîné en Jiu-Jitsu. Fun fact. Fun fact, oui. Très, très bien ces scènes de combat, d'ailleurs. Oui, c'est un très bon film de Jiu, si vous aimez le Jiu-Jitsu. Là. Puis on aime ça, les films de One Man Army, parce que souvent, il y a bien des techniques là-dedans. My God. Moi, j'ai tout ce que j'avais à dire sur Renzo Gracie versus Akiro, puis vous autres. Il aurait dû gagner, mais regarde. Il l'a pas frappé d'un cuisse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est tout ce que j'ai à dire. Fait que ça finit sur un draw. Le premier draw de l'événement. On passe à Nathan Jones versus Mitsuharu Kitao. Nathan Jones, il est 6 pieds 9, 345 livres. C'est plus qu'un géant, là. C'est comme legit un monstre. Puis il est contre Mitsuharu Kitao, qui est un sumo de 390 livres, 6 pieds 7, qui est un autre type de monstre. C'est genre, c'est un freak show de géant, là. Comme, si tu prends moi pis tu me fusionnes à n'importe qui d'autre sur le podcast, je suis même pas sûr qu'on est assez gros pour se battre contre lui. Ils ont vraiment une fascination pour tout ce qui est gigantesque au Japon. Les kaiju. Ça va être pris en énorme... non, mais c'est un combat de kaiju. C'est comme si Godzilla se battait contre genre Donkey Kong ou genre de quoi de même. Non, c'est comme si quelqu'un qui avait mangé Godzilla se battait contre quelqu'un qui a mangé King Kong. Ouais, pour vrai. C'est legit ça, pour vrai. Nathan Jones, c'est un bodybuilder. Ouais. C'est un strongman, donc les gens qui sont forts. C'est actuellement il a gagné beaucoup sa vie en étant juste le plus fort du monde. Ouais. Oui, il a été l'homme le plus fort du monde. Il a fait un combat dans sa vie qui est pas, mettons, de la lutte WWE, et c'est ce combat-là. Et ça a duré exactement, je vais te dire ça, 2 minutes 14 secondes. Ouais. Et il a perdu parce que probablement la personne la moins athlétique que j'ai jamais vue de ma vie. Ouais. Ça commence, en plus, là, Nathan Jones se prend tellement au sérieux, il commence en faisant un spinning crescent kick. Le move le plus flashy et le moins efficace de l'histoire de la MMA. C'est son premier kick. Là. Ouais. Ouais. Contre un sumo, tu sais. Comme si ça allait bien marcher, là. Ah ouais. Puis le gars, il a zéro technique de rien. Il a zéro striking, il a zéro kick. Quand le sumo, il fonce dessus, parce que à un moment donné, il a juste fait, regarde, le gars sait pas se battre, il a foncé dessus, et il a... Il wrestling là. Littéralement, le move que t'apprends, genre ceinture blanche, man, dans toutes les cours de wrestling / jujitsu / ça, c'est le premier move, la première soumission au sol que t'apprends, c'est ce move-là. C'est pas compliqué. Garde tes bras proches. C'est la base. Le gars, il est là pis tout, il commence à se faire soumettre, il comprend même pas ce qui se passe pis il tape. Je suis comme, c'est le pire combat que j'ai jamais vu de ma vie. C'est probablement un des pires combats que j'ai jamais vu. C'est assez pathétique comme combat. C'est dans le top 10 des pires combats qu'il a jamais eu. De toute façon, c'est Nathan Jones. Hein. On se rappellera de son dernier combat à vie dans lequel il s'est fait tuer en 2004, dans 3 par Brad Pitt. Par Brad Pitt. C'est vrai, en plus! C'est son dernier combat. Après ça, il est mort, fait qu'on l'a plus jamais revu. Oh my god, je sais que je sais pas qui a fait 3 là, mais il a juste fait comme là, ça nous prend un gros gars là qui se fait one shot par Brad Pitt là, pour monter comme un Brad Pitt, il est bon. Ah, Nathan Jones, lui, il est pas bon. Mais il y a de la mine, tu sais, on va le mettre. C'est clairement ça, parce que
quand il tombe en wrestling lock, là, le premier move de Nathan, c'est essayer de faire une guillotine à un sumo. C'est comme, pour vrai, là. C'est comme, t'as pas assez de jeu dans son coup, Big. Y a pas de coup. Y a pas de coup, le gars. C'est une boule de gras. Ils sont tombés à terre, il a fait un arm lock, c'est fini. Puis de toute façon, il est tombé à terre, mais je veux dire, le sumo aurait juste pu rester là. Puis je veux dire, Nathan Jones, il aurait pas été capable de lever ça, là. Ben non, je sais double pas. ton poids quasiment quand t'es couché par terre, là. Fait qu'il aurait jamais été capable de le lever, même si Deux c'est pas un combats homme de fort. monde de 400 livres, c'est-tu. Ben, oublie ça, là. Ils ont Y de a la pas- misère à se lever eux-mêmes du sol. Ça ressemble à une épreuve de jackass, en fait. Essaie de toffer en dessous du sumo. Oh my God, c'est très drôle, hein? Le pire, c'est que, tu sais, Nathan Jones, autant qu'on rit de lui, là, si son spinning crescent kick m'aurait pogné dans la face, je serais mort. Il t'aurait C'est arraché comme, la face. c'est vrai, à chaque face, mon cou aurait cassé, je serais mort. Mais, dans le contexte de qu'est-ce qu'il fait, c'est pathétique. Ouais, vraiment. Ouais, En fait, si, mettons, genre, il y avait eu, genre, une dumbbell à terre, puis le but, mettons, de cette place-là, ça aurait juste été de faire comme le plus de moves avec les dumbbells, il aurait gagné. yes. Ok. Mais il a pas été capable de bencher un sumo de 400 livres, fait qu'il a perdu. C'est ça, là, c'est ça l'histoire. À un bras. Il a pas été capable de le bencher à un bras. Ah, C'était ça le challenge. Écoute. S'il avait été capable de le flip. Ah! Écoute, pour vrai, là, Nathan Jones, il est très bon dans ce qu'il fait, il est nul à chier dans les combats, puis c'est vraiment une trace de marde sur son CV, c'est la seule, c'est ça. Je suis sûr que quand il est mort après ça, là, mais quand il est mort, quand il a perdu, Quand il est mort comme Brad Pitt. en plus, l'agent, pis il a fait, hey, tabarnak, c'est quoi cette affaire-là que j'ai accepté de faire, tu sais? C'était une C'est mauvaise littéralement idée. ça, là. Non, je sais que les Yakuza ont juste bien payé. Ouais, puis de Ouais. toute façon, ils devaient se dire, les Américains, ils regardent pas la télé japonaise. Non, c'est ça, je vais taper Ouais. vite puis je vais te payer cher. Ouais. Surtout qu'il est pas américain, il est australien. Non, mais ça, le monde, ils savent pas. Bon poignet blanc. Ouais, il est blanc pis il y a un nom qui s'appelle Jones. Voilà. Fait que l'autre fight tout de suite après, on avait Raph White versus Branko Sikatic. Raph White, il est 6 pieds 3, 225 livres. Branko, il est 6 pieds 2, 216 livres. C'était le combat le plus équitable, je trouve. Ouais. En termes de différence de poids, size des deux combattants, la longe qu'ils ont, leur style de combat. Ils étaient tellement dans le même style de combat au début, quand ça commençait, qu'ils ont agreed au kickboxing rules. C'était même pas les règles du Pride. C'était les règles de tournoi de kickboxing. Puis évidemment, Vraiment. ça a pris 1 minute. Il y a un gars qui a pas respecté les règles de kickboxing. No contest. Puis pas juste ça, c'est dans ce combat-là que c'est comment il s'appelle l'américain Wright. Ralph, il tombe à terre, puis là, C'était kick d'en face. Monsieur Ranko, il fait juste, ouais, il soccer kick d'en face, et là, ça lui fait un hématome sur le front, puis lui, il est chauve, ok? Il est noir et il est chauve, et là, soudainement, il y a comme une bosse qui pousse dans le front, fait que là, il arrête le combat, puis là, t'as 3 arbitres, genre, japonais, qui le regardent comme ça, qui sont juste comme, oh! Là, ils bouclent, là, genre, là, plus que le temps avance, plus que l'hématome grossit, là, il y a genre un œuf dans le front, là, t'as un monsieur, là, il y a trop de petits japonais qui sont juste comme, oh, ouais, Moi, Oh, j'ai c'est pas- solide! C'est solide! Là, ils sont comme, là, t'as Raph qui dit, moi, je veux continuer. Puis t'as les juges qui parlent, ils sont comme, ouais, mais il a pas respecté les règles en kickant en Ouais, face. c'est pour vrai, oui. Puis, tu sais, monsieur Ranko, là, l'autre bord, là, moi, je regarde ce gars-là. Ce gars-là, là, il va se battre avec n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Il est pas tant en shape, il est juste violent. Ouais, ouais. C'est juste un gars qui C'est un casse des gueules. brawler! Hein? C'est un brawler dans un bar. C'est comme, ce qu'il veut, ben c'est oui. se battre. Eh oui. Petite batte! Eh oui, ça, en tout cas, ça a été toute une histoire. Ça a été un match bizarre. Ça a été... Mais comme je dis, ça dure pratiquement moins qu'une minute. Puis après ça, il en parle pendant 6 minutes pour checker sa bosse. Puis comme, qu'est-ce qu'on fait avec cette fight-là? Ça finit juste par être un no contest. Fait que le fight qui aurait été censé être le plus fair en termes de différence de combattants, ils veulent exactement le même style, les mêmes règlements. Tout le monde était censé être content de cette fight-là. Non! Pour Ouais, montrer puis que d'ailleurs- Pride passait bien. Ça, c'est des combattants qu'on n'a pas vraiment revus après. Ils ont changé de carrière assez rapidement. La légende veut qu'on puisse encore voir Ralph White dans le Saint-Laurent nager avec les baleines à bosse.
Excusez. Supposément que il y a encore les matons, encore aujourd'hui. Il est encore toute parfaite. C'est ça. C'est rendu une déformation de son crâne. Fait qu'on suit au prochain fight, qui était comme le co-main event ou le deuxième plus gros match. C'était Kimo Leopoldo versus Dan Severn. Puis Kimo Leopoldo, 6 pieds 3, 235 livres. Dan Severn, 6 pieds 2, 250 livres. C'est deux personnes qui avaient déjà fait la UFC, déjà en 1997. Il était censé être un fight qui était vraiment hypé. Comme le monde avait vraiment hâte. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous autres, de ce match-là? J'ai jamais compris pourquoi il y avait du hype autour de Kimo Leopoldo. Je comprends que c'était un personnage. Je comprends à cause que du le perso. gars frappait fort. Il se défendait quand même relativement bien au sol. Mais il a gagné un combat ou deux combats en 4 ans. Max. Puis, tu sais, on parle de personnage. Là, on parle d'un gars, OK? Qu'il y a Jesus de tatouer sa bédaine. OK? Puis quand il arrive au UFC, là, il traîne une croix géante avec une couronne d'épines comme ça, parce que ce gars-là, c'est aussi pas un prêtre, mais un pasteur. C'est un pasteur, puis lui, dans le fond, sa vocation, c'est dit, moi, je pète des gueules pour Jesus. C'est un born again, là. C'est ultra évangéliste. C'est ça, tu sais, parce que tout le monde sait que ce que Jesus, il veut, c'est que tu pètes des gueules en son nom, là. C'est ça qu'il prônait. Il était juste comme, quand vous êtes dans mon team, vous pétez les gueules du monde qui croit pas en moi. Tu sais, comme... Puis Dan Severn était un lutteur assez célèbre. Il est vraiment fort en lutte. Puis ça faisait pas si longtemps que ça qu'il avait commencé la MMA. Leur combat, là, il est tellement pathétique que les commentateurs commencent à insulter le combat pendant le fight. Je pense que j'ai jamais entendu ça de ma vie dans un fight. À quel point les commentateurs, là, ils arrêtent pas de dire à quel point c'est plate. Ouais, mais t'as Dan Severn qui est réputé pour son ground and pound pis pour être un gros brawler, là, pis t'as pas un redneck américain que ce gars-là. On dirait qu'il sort tout droit de l'agence Tourisque. Oui. Il y a une moustache. Il y a tout ce qu'il faut pour faire un bon match. Il y a le moustache à la Magnum PI. Je veux dire, il y a le chest de Magnum PI. C'est littéralement la version athlétique de Magnum PI. Puis tu sais, pourquoi il y avait eu du hype aussi, c'est que juste avant ce fight-là, c'était UFC numéro 5, je pense, puis Royce Gracie, le plus tough fight qu'il y avait eu dans ce UFC-là, c'était contre Kimo Leopoldo. Ouais. Fait que là, il mettait contre un autre un gars qui était techniquement un super bon grappler, qui allait comme mettre le combat au sol, puis qui allait finir ça avec une soumission ou une guillotine. Les deux ont essayé de se brawler tout le style de combat. Les deux, ils se punchent pas assez fort pour se knocker. Non, vraiment pas. Puis il y a littéralement un moment, là, je pense que je l'ai timé, il y a littéralement un moment, je pense à la deuxième round, où est-ce qu'ils tournent autour l'un de l'autre sans se puncher ou juste en se donnant des feintes. Il y a littéralement un 4 minutes de temps, là, je pense, ou 3 ou 4 minutes de temps, où est-ce qu'il y a aucune shot qui se donne. 3 à 4 minutes. Hey, c'est long, là. C'est long dans un événement que t'écoutes à la télé où est-ce qu'il se passe fuck all pendant tout ce moment-là. Dan essaie son premier takedown à la 8e minute du premier round. Ouais. Écoute, moi, je vais être honnête avec toi, là, je l'ai même pas écouté jusqu'à la fin, là. Je l'ai forward parce que c'était juste trop plate. Le moment donné, je les vois tomber, je fais comme, oh, il se passe non, il se passe rien. Fait que là, tu sais, c'est le match le plus plate que j'ai jamais vu de ma vie. C'était même pas technique. Ouais. C'est deux fighters qui ont affronté Royce Gracie puis Ken Shamrock. Les deux ont affronté deux légendes. Comme t'es censé être prêt, Callis. J'ai l'impression que c'est un mélange de... Ils avaient peur l'un de l'autre, un genre de respect, payer l'un de l'autre. En même temps, t'es dans un stade où t'as 35 000, 40 000 personnes. C'est le plus gros combat de leur vie jusqu'à présent. Le combat, ils savent que ça peut durer jusqu'à 30 minutes, puis c'est pas des gars qui sont réputés nécessairement pour avoir un excellent cardio. Bon, c'est des athlètes, ils sont capables de toffer. Surtout Dan Severn. Kimo, lui, son cardio, c'est de la merde. Probablement. Il est pas habitué au fight de 3 rounds de 30 minutes total. Puis, Kimo, c'est plus un bodybuilder qu'actuellement un fighter. Là. Je veux dire, il s'est bien débrouillé,
Mais on s'entend que Ouais, 80% dans une époque de où... toute sa technique, c'est vraiment juste le fait qu'il est gros et qu'il est physiquement très fort, là. Ben, Ouais. il pratiquait un art martial hawaïen, si je me trompe pas, que il était l'élève du fondateur de cet art-là avec Jolson, justement. Ouais, Puis ils étaient, je pense, une trentaine à pratiquer cet art martial-là. quelque chose comme ça. Qui doit être juste une variation, genre d'un truc de taekwondo, parce que dans UFC 2, il a dit que lui faisait du taekwondo. Mhm. Fait que ça doit être une genre de variation du taekwondo. Ils avaient rajouté du grappling, je pense, avec ça. Genre, peut-être, un petit. Mais tu sais, Sûrement faire le plus gars, il est d'MMA, mais... immense, là. C'est quoi son gabarit à ce gars-là? Kimo, 6 pieds 3, Ouais. 235 livres. Écoute, il est pas petit, là. Ouais. Ouais. Mais tu sais, Dan Severn, 6 pieds 2, 250 livres. Ouais. 250 livres, c'est huge. Comment ça être huge? En tout cas, je sais pas, c'est pas d'après moi, ils sont allés au bar avant ce match-là, puis ils étaient juste complètement défoncés, puis ils étaient juste comme, Probablement, mais tu sais, j'ai marqué, puis tu sais, littéralement dans mes notes, c'est marqué tellement boring comme fight que les commentateurs en peuvent plus. Genre, les commentateurs, ils disent mot pour mot qu'ils veulent que le fight se termine. Genre, ils sont écœurés, vraiment, ben c'est legit. Quand le fight finit, évidemment, personne n'est surpris, c'est un draw. Il y a personne qui a rien calissé. Tu peux pas donner la victoire à qui que ce soit. Fait que. Draw! Ridicule. Qu'on passe au dernier fight, main event. Un peu plus intéressant. Rickson Gracie, 5 et 11, 185 livres. Contre Nobuhiko Takada, 6 pieds, 210 livres. Classique des Gracie. Très populaire dans le milieu du MMA, deux combattants qui ont une excellente carrière aussi. Ouais. Puis en plus, c'est le fun parce que Nobuhiko a vraiment un style hyper actif. Il se déplace énormément, il tourne, il fait plein de mouvements, il essaie de comme constamment être en mouvement. Puis de l'autre côté, t'as Rickson Gracie, la statue. Ah, puis il avance lentement, fucking lentement. Il gagne de la position. Le pire, là, c'est que tu le vois que en étant lentement, Rickson, il gagne toujours du ground. Il finit toujours par avoir plus de territoire que son adversaire. Mais il prend fucking lentement son ground. Ah, écoute. C'est une énorme pression, ça, parce que d'un côté, t'en as un qui essaie de bouger énormément pour le déstabiliser, pour constamment le faire bouger, puis l'autre ne réagit pas à cela. L'autre s'en fout complètement. Puis le regard de Rickson Gracie, c'est un regard de tueur, là. Ah, écoute, moi j'aurais été ce gars-là, j'aurais juste fait comme, je peux-tu en avoir un autre, s'il vous plaît? Genre, le gars, on dirait que quand il va me pogner, il va me violer. Genre, il va me péter, il va me violer. J'aurais tapé tout de suite, j'aurais attrapé les cordes. Ouais, c'est j'aurais drôle, fait comme on disait. De moi, puis... Tu sais, en ce moment, en plus, rendu à ce moment-là dans le show, il y a les Japonais ont gagné une fois contre les Américains. Le deuxième match est un draw. Fait que là, les Japonais, ils veulent vraiment le gagner parce que s'ils gagnent celle-là, c'est eux qui gagnent le trio de fighting japonais versus comme américain ou nationalité plus américaine, tu sais. Là, après ça, t'as Royce qui apparaît en vidéo pour dire que Rickson est genre 10 fois meilleur que lui, pis nanana. Fait que là, ça a été gros hype, là, la foule est en feu. Puis là, comme je dis, Takada commence à courir, t'as Rickson, position de la statue. Ce que je trouve plate de ce combat-là, par contre, c'est que Takada a fait une erreur super tôt dans le coin. Rickson pogne la jambe de Takeda puis s'en va le décalisser, puis les arbitres les séparent puis recommencent le fight au milieu. Ouais. Puis tu vois que Rickson est en tabarnak, puis je le comprends, là, comme il était fuck. Il était littéralement fuck. La bonne nouvelle, c'est que même pas ça a rien changé. il l'a repogné de la même façon. Ça a rien changé. C'est ça. Tu sais, comme, il leur take down sur le dos avec un body slam. Tu sais, Rickson, là, il est 185 livres, là. D'habitude, les gens qui body slam un autre dude, c'est du 240 livres en montant, là. Pas un gars de 185 livres qui te lève un dude de 6 pieds pour te le body slam à terre. En effet, puis Monsieur Takada, là, c'est quand même 6 pieds 1, 210, 220 livres. Là. Tu sais, s'il pesait à 210, ça veut dire qu'il est du 220, 225 livres normalement, là. Ben, écoute, Rickson, il est très réputé pour avoir été le plus dopé des Gracie aussi, là, je veux dire.
J'aimerais pas ça voir la taille de son petit paquet là, aujourd'hui, là, parce que lui, il est réputé pour en avoir pogné en tabarouette. Là. Ouais, mais tu sais, même là, je pense que dans cette fight-là, ça y a même pas servi. C'est pas manger de hit. Il a pratiquement pas donné de hit. Comme c'est le body slam puis la soumission qui finit. Et le body slam, il donne 2-3 coups pour le déconcentrer. Après ça, il fait une soumission de bras. Ouais. Game over. Ouais, mais ça sert quand même, parce qu'en bout de ligne, quand il t'attrape... Ouais, c'est sûr qu'il y a plus de grip. Là, il y a définitivement plus de grip. Ça, je suis d'accord. Ouais. Définitif. Mais je trouvais que dans toutes les fighters de Pride 1, Rickson avait de loin la meilleure économie d'énergie. Oui, il bougeait pas. Mais c'est ce qu'il faut. Lui, il a compris que les fights étaient 30 minutes, là. Tu sais, du monde, il est explosif pendant 2 minutes, puis après ça, il faisait plus rien pendant toute le fight. C'est sûr aussi que la game des Gracie, c'est une game, c'est un marathon. Hein, ouais, marathon du Jiu-Jitsu. Voilà. Fait que lui, il dit, garde, on va se battre pendant une demi-heure, je m'en fous, parce que la seconde que t'es au sol avec, le temps qu'il ait cherché son choke, ça peut prendre 10 minutes, là, le temps qu'il ait son choke, mais il va aller le chercher. Fait que, il s'en fout, lui, qu'il ait 5 heures de temps à louer, là. À un moment donné, il va t'avoir. Fait qu'il peut prendre son temps. Ça peut être ça donne pas des shows particulièrement intéressants. Ça, c'est ça l'argument à l'autre bord, parce que la raison aussi pour laquelle il y a des fights, c'est parce que les gens veulent voir le show. Fait qu'un bon fight avec des bons échanges des affaires, c'est le fun à regarder, c'est un show. Tu sais, un fight de Gracie, moi j'ai pas vu des fights avec des Gracie qui sont particulièrement intéressants plus qu'un autre. Parce que c'est pas flashy, à la limite, même c'est quasiment un peu plate. C'est juste que ça marche moins très bien. d'énergie. Ouais. Tous les combats avec Kazushi Sakuraba ont le fun. Pas le fun. Ce qui est drôle aussi de Pride 1, c'est que dans les combats où les performances les moins impressionnantes a de vraiment bons futurs combattants. Comme Oleg finit par faire toujours mieux que quand il s'est fait décalisser contre Gary Goodridge, puis Goodridge n'entend plus ben parler ever après. Il a gagné son 2e combat à Pride 2, si je me trompe pas. Ouais, je pense que oui. Et des défaites. Puis après ça, t'as d'autres personnes comme Dad Severn qui ont même été jusqu'à devenir des champions, puis que leur premier fight, pas leur premier fight, mais leur premier fight à Pride. Ouais. Ben, à partir du moment que t'arrêtes de faire des freak shows, je veux dire... Ça l'aide. Ça te donne l'opportunité ça te donne pas mal plus d'opportunités pour pouvoir gagner, là. Ouais, littéralement. Puis, tu sais, Dan Severn, quand le monde au UFC ont commencé à avoir une bonne ground game, là, c'est là qu'il a commencé un petit peu plus à shiner parce que c'est un gars de lutte, là, de lutte gréco-romaine. Puis éventuellement, il s'est vraiment bien adapté à ça. Il s'est entraîné pour avoir la meilleure game qu'il ne faut pas avoir aussi debout. Fait qu'à un moment donné, il est devenu quand même un athlète quand même complet là, dans son métier. C'est ça, il s'est un peu rattrapé, surtout vers la fin des premiers UFC. Mais je veux dire, écoute, il a quand même fait le combat le moins intéressant que j'ai jamais vu de ma calice de vie. C'est quand même un achievement. De partir de là et de te rendre là, c'est quand même pas pire, tu sais. Le pire fight d'un événement, devenir un champion. Good job, Dan Severn. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur Pride 1? Être dans le Hall of Fame aussi. Ben ouais, c'est ça. C'était une bonne montée pour vrai. Là. Même chose pour Oleg Taktarov. Lui aussi, il est rendu Fame du UFC. Faut pas abandonner. C'est ça la morale de l'histoire. C'est ça que j'ai à dire sur cet événement-là, puis les Pride qui ont continué jusqu'à peu près au 10e, où là, on a commencé à voir vraiment qui allait devenir des champions pour vrai, et que là, il y a vraiment on a vu le gap vraiment se créer, mais tout ça, bon, c'est pas intéressant à regarder sur le plan technique, mais c'est tellement beau à voir à quel point ces gens-là savaient pas ce qu'ils faisaient. Puis de voir le sport se développer comme ça, parce que d'un événement à l'autre, le gap d'amélioration était énorme constamment. Là. C'est littéralement voir un sport se développer sous tes yeux, puis tu comprends après ça, c'est les moments, on appelle ça des eras. T'as eu la era des Gracie, après ça, t'as eu la era des lutteurs qui, eux autres, étaient capables de leur tenir tête, puis en plus, qui étaient beaucoup plus forts. Ensuite, t'as des kickboxers qui ont commencé à prendre le dessus. Après ça, on est revenu avec des jiu-jitsu, on est revenu. Ça évolue constamment, ce sport-là. Puis c'est ça qui est magique, c'est que t'as constamment un aspect qui finit par prendre le dessus. Puis à ce moment-là, t'en avais pas vraiment. Tout était à découvrir. L'avantage d'un sport qui a juste 30 ans, puis à l'époque, il y en avait juste 5. Puis avec
autant de champs de polyvalence dans lequel on peut se développer. Puis, encore une fois, grosse différence aussi avec le UFC, avec le MMA aux États-Unis, puis ailleurs dans le monde. T'avais un fucking ring. Yeah. Ouais. Des cordes. C'est ridicule. C'est nono, tu peux tomber en bas, je veux dire. Au moins, dans l'UFC, il y avait comme quelque chose qui t'assurait que tu pouvais pas comme t'en aller sortir ou que, tu sais. Mais je veux dire, des cordes, là, franchement, guys. Il y a Ils mieux essaient pour du de- MMA. Ils essaient Ouais. n'importe quoi. Il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années de ça, il y avait eu une fédération de MMA qui avait inventé un ring qui était fait en bol pour empêcher les Oui. gens de rester dans les coins. C'était ridicule. Oui. Vraiment, tout le Ouais. monde tombait sur les parois puis restait coincé là. Moi, j'ai l'impression souvent que quand ils utilisent des arènes un peu spéciales, c'est toujours une question de télévision. Parce que, Ouais. mettons les Pride, c'est des caméras de loin avec qui font Mhm. des zooms, souvent. Fait Fait que tu peux pas, c'est- ça passerait pas au travers de la cage comme du monde. exactement, c'est Ouais, ouais. compliqué. Tandis que dans l'UFC, dans l'octogone, le match est en angle un peu de 45, où est-ce qu'on voit un peu comme à travers la Mhm. cage en 45 comme ça. Donc, d'après moi, souvent, c'est peut-être parce que les Japonais avaient pas nécessairement la capacité télé de filmer de ces... C'est niaiseux à dire, là, je veux dire, c'est une perche, là, mais je veux dire, peut-être qu'à ce moment-là, pour ce qu'ils voulaient faire, la technique était pas... Il était pas équipé techniquement pour Ouais. donner ces fights-là, fait que juste des cordes, c'était moins pire, c'était mieux que rien, tu sais. Tu peux mettre la caméra plus proche, plus facile à gérer. C'est ça, littéralement. Je comprends Mhm. ça. Ils l'ont gardé du début à la fin, les cordes. Ouais, ouais. Ouais. Ils ont juste fait comme, ben, on a des cordes rendus là, on a des cordes, tu sais. On a 3 messieurs qui sont juste comme, non, wow, 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 tu sais. Voyons donc. C'est bien mieux ça que des cages, voyons. Comme, Ben qu'est-ce oui. qu'on ferait sans les arbitres qui font non, non, non? C'est sûr que ce serait pas pareil, tu sais. Les présidents du Pride, quand ils se sont fait proposer la cage, ils ont dit, ben voyons donc. Pas des animaux, là. Mais là, c'est C'est ça. vrai. C'est vrai. Mais vous savez que la cage, la légende veut que la cage serait inspirée d'un film de Arnold Schwarzenegger où est-ce qu'il joue Conan the Barbarian. Ah, ouais. Il y a une scène où est-ce qu'ils se battent dans une genre de cage en octogone comme ça. Puis supposément que ce serait inspiré de ça. Intéressant. Intéressant. Fun fact. Fun fact. Arnold, merci de nous avoir inspiré ce stage-là dans un de tes films. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur Pride 1? Ainsi, c'est ce qui va conclure. Allez écouter Pride 2, allez écouter Pride 3, le 4, le 5, le 6. Finissez par être aussi geek que nous. Hein? C'est pas compliqué sur ça. Vraiment, à partir du 5, on voit le gap qui se crée, puis qu'on voit ceux qui allaient devenir des futurs stars. Ouais, Puis, on est rendu quoi, en 2000 à peu près? Puis à partir du Pride 3 aussi, c'est le début de Kazushi Sakuraba, un de mes combattants préférés. Regardez-le, parce que ce gars-là, il a l'air de rien. Il est sacoche. Il pétait du monde contre qui il aurait jamais dû gagner. Ouais, puis si vous voulez en savoir plus sur les combattants, ben, c'est ce qu'on parle dans le prochain épisode. Alors, à plus tout le monde.